Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde. C'est vrai que 9 heures c'est un horaire un petit peu tôt, donc en tout cas félicitations il y a même des gens qui sont arrivés avant 9 heures. Mais on se disait qu'on allait démarrer déjà par respect pour ceux qui sont déjà là et les autres nous rejoindront. Et en plus, on a des contraintes de temps. Donc, et je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Donc, ne- commençons. Donc la thématique de notre table ronde, c'est zéro sans-abri, une promesse non tenue, non tenable, point d'interrogation. Il y a une forme de réponse dans la question. On connaît cette promesse, on connaît aussi les chiffres de 300 000 personnes qui vivent encore à la rue aujourd'hui, le problème des places d'hébergement d'urgence. C'est des questions qu'on va évidemment aborder. Je vous présente tout de suite nos 5 intervenants. Il manque une personne, mais qui devrait nous rejoindre. Il y a encore, la journée la plus compliquée, c'était hier, mais il y a encore un petit peu de conséquences au niveau des transports. Donc tout d'abord, Sandrine Runel, vice-présidente de l'UNCAS. Vous êtes maire adjointe de Lyon en charge des solidarités et de l'inclusion sociale. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Noam Léandri, président du collectif Alerte. On va faire un petit tour de table. Je pense que tout le monde connaît Alerte, mais peut-être dire un mot de toutes les associations et fédérations qui la composent. Jean-Luc Catan-Zaro, vous êtes vice-président de la région des Pays de la Loire, mais ce n'est pas à ce titre que vous allez intervenir. Comme on s'est dit, je trouve que l'image est belle, vous allez nous raconter une histoire. J'en dis pas plus, mais d'une très belle expérience que vous menez depuis plusieurs années au Mans. Et donc, je ne déflore pas pour l'instant. Donc, premier tour de table, Sandrine Runel, peut-être pour planter le décor, ce que j'ai fait vraiment très, très rapidement. Je vous donne un micro. Merci et bonjour à tous. Effectivement, le titre en dit beaucoup et il faudrait peut-être plus d'1 heure et demie pour pouvoir en débattre et en discuter. En tout cas, on est nombreux à être engagés sur ce sujet. Et pas être résigné sur le non tenable. Exactement. Donc, je vais juste dire quelques mots effectivement d'introduction. La question du sans-abrisme est finalement une question nouvelle qui s'invite pour les CCAS dans notre quotidien, dans le débat bien évidemment, mais surtout dans notre action au quotidien. Pour autant, les CCAS, et je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là hier, mais quand il y a eu le petit film sur le bureau de l'action sociale et sur le congrès de l'action sociale, je crois que personne n'aurait imaginé que les CCAS seraient en première ligne pour traiter des questions de sans-abrisme et pour inventer, créer des dispositifs qui permettent à des personnes qui sont à la rue de pouvoir être hébergées et accompagnées. L'UNCAS, du coup, travaille sur ces questions-là, sur la question de la grande précarité, sur la question de la lutte contre le sans-abrisme et évidemment la question de la résorption des bidonvilles et des campements également. Il y a différents types de portes d'entrée dans les villes. Alors, on va revenir sur différentes expériences et je voulais revenir notamment sur ce qui se fait à Lyon. Du coup, l'enjeu pour les CCAS aussi de trouver un moyen d'agir sur ces questions qui sont notamment des lieux de coordination et des lieux de veille et qui nous permettent un peu d'avancer sur la question du sans-abrisme. Et donc, comment travailler sur ces questions-là avec les différents partenaires? Alors, évidemment, avec les associations, mais avec les collectivités locales aussi. Et donc, avec l'État, évidemment, en première ligne et avec les départements ou avec les métropoles. Donc, on a souhaité à Lyon s'engager fortement dès le début du mandat sur cette question de la lutte contre le sans-abrisme. D'une part parce que, comme dans beaucoup d'autres villes, nous sommes confrontés à ce phénomène, qui est un phénomène d'ampleur, qui est un phénomène qui prend place et qui, du coup, est visible pour nos concitoyens, donc qui questionne et qui, du coup, ne peut pas nous rendre indifférents et qui nous oblige aussi à agir à la fois pour tout ce qui concerne bien sûr la précarité. Donc on peut agir au travers de la domiciliation, mais aussi au travers des dispositifs d'accès aux droits fondamentaux comme l'hygiène, les bains-douches et l'alimentation. Donc ça, c'est des choses qui sont à notre main et qui sont importants. Mais on avait la volonté à Lyon d'aller un peu plus loin. On
On rentrera aussi dans le détail par la dans le suite. détail Désolé de après, vous ouais. couper. Non, pas de souci. Je vous laisse. Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre. Juste un mot. Bon, pas la peine de vous présenter. Je pense que tout le monde vous connaît. On rentrera dans le débat plus sur le logement d'abord, de faire un peu un bilan de cette politique menée depuis 5 ans. Peut-être juste un mot avant de rentrer dans le détail et surtout sur l'attente du plan 2, j'ai envie de dire. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Un mot d'introduction, donc sans rentrer dans le détail du plan, c'est ça, j'essaie de comprendre la commande. Il est 9h aussi. Hein. Oui, enfin, je pense que Sandrine Rénuel l'a dit, c'est-à-dire qu'on est là face à un sujet qui est, à notre sens, à la Fondation Abbé Pierre, mais je pense au sens de beaucoup de monde qui travaille dans ce domaine où il n'y a pas le choix, il n'y a pas de question. On ne peut pas laisser des personnes vivre dans la rue. Vous avez parlé tout à l'heure de 300 000 personnes sans domicile. Il faut juste préciser que sans domicile, ce n'est pas forcément des personnes à la rue. Hein. Ce sont des personnes en hébergement d'urgence, des personnes dans des centres d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. Mais quand même, c'est-à-dire que chiffre de 330 000 personnes sans domicile, ça veut dire que le nombre a doublé depuis 10 ans. Donc on n'est pas sur un espèce de flow comme ça, où il y a toujours eu des personnes, à un moment ou un autre de leur parcours, qui basculent, etc., et qui laisseraient penser que voilà, la nation fait son boulot. Non, le nombre de personnes sans domicile a doublé, le nombre de personnes sans abri, on n'a pas de chiffre précis aujourd'hui, mais ça varie entre 25 000 et 40 000 personnes, et ça ne s'arrange pas. Donc il y a un problème. C'est ce qu'il faut qu'on décrypte à travers le logement d'abord, les leviers qui peuvent être mobilisés, mais il y a un problème. Et je crois vraiment qu'on est là face à quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable et qu'il faut qu'on se le dise comme ça. C'est ce qui a guidé un certain nombre de discours présidentiels en disant plus personne à la rue, etc. Alors, on dit souvent, mais quand même, des promesses non tenues. Moi, je me dis, c'est aussi que tout le monde a conscience que ce n'est pas possible de laisser faire, que tout doit être fait via les collectivités, via les associations, via le rôle de l'État, via les citoyens qui peuvent apporter quelque chose. Et on parlera peut-être des bureaux du cœur, j'ai vu que vous travaillez sur ce sujet, ou ce que vous avez fait, monsieur. Mais voilà, je pense qu'on est sur des phénomènes d'exclusion totale. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de limite, de mon point de vue, dans ce qui doit être fait par la puissance publique pour apporter une réponse satisfaisante. Donc après, on décryptera comment faut-il faire, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas assez. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on conserve cette capacité d'indignation en se disant c'est pas possible. Et c'est là où la responsabilité des CCAS ou d'autres, elle est essentielle. Sur la domiciliation, vous l'avez dit, ça a beaucoup évolué d'ailleurs au sein des CCAS, et ça c'est une bonne nouvelle. Il y a 15 ans, c'était compliqué. Il y avait des CCAS qui disaient bah non, aujourd'hui il y a une multiplication, mais encore on n'est pas au bout. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'endroits où on dit bah non, vous n'êtes pas vraiment de la commune, ok, mais enfin bon, moi je suis dans la rue, et je ne peux pas faire valoir mes droits si jamais je n'ai pas cette domiciliation. Donc on est là sur un sujet qui me semble extrêmement grave, avec un constat que nous n'avons pas réussi à endiguer le problème et qu'il faut vraiment mettre le paquet pour le faire. Message est clair. Noam Léandri. Pardon. Bonjour à tous et bravo d'avoir bravé la matinée pour venir jusqu'ici. Non, très heureux d'être parmi vous pour parler de ce sujet, comme l'a dit Christophe, extrêmement important et sur lequel effectivement l'engagement doit ne pas avoir de limite. Le collectif Alerte, en 2 mots, donc c'est un collectif de 34 associations, parmi lesquelles donc, la Fondation Abbé Pierre, mais vous allez trouver également Médecins du Monde, Secours catholique ou plein d'autres. Voilà, je vous invite à regarder sur le site internet si vous voulez la liste détaillée. Je vais pas détailler 34 noms. Juste vous dire, on est donc une sorte d'interlocuteur quotidien des pouvoirs publics sur les questions de solidarité, de pauvreté en particulier. Et vous devez savoir qu'il y a un pacte des solidarités qui est actuellement en préparation par le gouvernement qui embarque la question du logement d'abord notamment. Donc la suite du plan de la stratégie pauvreté qui avait été annoncée en 2018 va s'achever en 2023. Et donc sur la pérennisation d'un certain nombre de dispositifs, notamment sur le logement d'abord, c'est l'enjeu aujourd'hui qu'on est en train de discuter. Il était annoncé pour janvier, puis pour mars, avril, peut-être même mai maintenant. Plusieurs reports déjà. Ouais. Voilà, donc on se dit peut-être que l'hiver prochain, on aura peut-être un plan pour les personnes pauvres. Donc on espère, en tout cas, on lâche rien. Mais vous dire qu'aujourd'hui,
moi, ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement un besoin d'agir davantage, mais on ne sent pas cette volonté au niveau peut-être de l'État, ou en tout cas il n'est pas partagé par tout le monde. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire comme message, c'est ce qui se passe pas bien, enfin ce qui n'est pas pris en charge au niveau national peut l'être mieux pris en charge au niveau local. Et d'où l'enjeu de l'importance aujourd'hui que les CCAS peuvent avoir. C'est qu'il faut aussi se préparer peut-être à un monde où un jour le gouvernement pourrait être dirigé par le Rassemblement national et pouvoir avoir au niveau local des politiques qui restent solidaires, parce que peut-être qu'un jour au niveau national on sera plus capable de le faire. Donc il faut s'organiser. Et c'est aujourd'hui que ça se prépare. C'est pas en attendant qu'au niveau de l'État, il y aura une meilleure politique, parce que maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même pas forcément, enfin, ça va pas forcément toujours de l'avant. Donc voilà, rappeler le rôle essentiel pour moi des CCAS, qui sont le premier niveau, le premier échelon de solidarité, la première porte peut-être que franchissent les personnes qui sont en difficulté. Force est de constater qu'on a enchaîné des plans de pauvreté depuis des quinquennats, et que malheureusement la pauvreté ne diminue pas. Elle a même tendance à légèrement progresser en nombre. En proportion, ça reste équivalent. Mais donc on a besoin d'actions plus fortes, plus importantes. Et voilà, moi le message aujourd'hui, c'est vraiment saisissez-vous des outils. Je sais qu'on a tendance à se dire, mais c'est le rôle de l'État. Enfin, on en parlait encore hier soir. C'est à l'État normalement de prendre en charge l'hébergement. Je suis d'accord. Ça fait partie de ses missions. Néanmoins, parfois, il faut savoir pouvoir prendre des initiatives et ne pas forcément attendre simplement que l'État le fasse. Il y a des possibilités de mettre la pression sur l'État. On parle des Nuits de la solidarité, par exemple, qui avait été lancée à Paris, puis maintenant enchaîné à Lyon. Je sais que ça fait débat. C'est pas forcément enfin, il y a des discussions en tout cas, je crois, entre les associations là-dessus. On va l'aborder dans le débat. Bon, alors j'arrête à ce présent, puis on continue tout à l'heure. Non, mais sur l'action effectivement des CCAS et des villes, c'est vrai ça a été abordé plusieurs fois hier, sur demande de certaines collectivités d'avoir cette compétence, parce qu'aujourd'hui on est dans un entre-deux. C'est une compétence d'État, mais on voit très souvent qu'il ne l'exerce pas totalement, donc voire pas du tout, ou très mal. Et donc c'est vrai que cette situation d'entre-deux est vraiment pas satisfaisante, disons. Après, il y aura, selon les collectivités, il y aura des grosses différences pour pouvoir l'exercer. Vous vouliez réagir ? Oui, justement, c'est un débat qui est récurrent et qui est permanent et qui aujourd'hui se porte vraiment avec force, parce qu'on est vraiment encore une fois en première ligne et que les phénomènes de précarité s'accroissent, et notamment dans les grands centres urbains, enfin dans les lieux de passage. Mais c'est un débat qu'on a connu il y a 10-15 ans sur la question de la décentralisation et du fait de transférer la question notamment de l'hébergement et l'hébergement d'urgence au département. La question se posait. Et on était quand même plusieurs à dire non, en fait, l'État est le garant de la solidarité nationale. Et donc, l'État doit assurer cette équité territoriale et cette prise en charge. Le risque pour des départements, et encore plus aujourd'hui pour des villes, c'est que les prises en charge ne soient pas les mêmes, et qu'en fonction de la politique menée par le département, sans même parler de politique, en fonction des moyens des départements, on le voit avec le RSA par ailleurs sur la question de l'accompagnement, la prise en charge des personnes qui sont à la rue ou dépourvues de logement, enfin, ou dans des situations de logement insalubres, ne soit pas la même. Donc c'est aussi pour ça que l'État a toujours été ce garant-là et que tout le monde a toujours souhaité que ça reste une politique nationale. Mais comme vous le disiez, aujourd'hui, force est de constater que cette politique, elle ne fonctionne plus, et que c'est les villes qui pallient, et c'est les villes en fait qui s'engagent avec les CCAS pour accompagner les personnes qui sont en situation de rue. Hier, on avait l'exemple de Strasbourg. L'adjointe était présente dans une table ronde et parlait des relations, mais plus que tendues, avec l'État sur cette question, disons. Mais bon, peut-être que Lyon, c'est pas merveilleux non plus. Jean-Luc Catanzaro, là, dans notre petite tour de table, peut-être quelques mots, ou vous gardez tout pour tout à l'heure, comme vous voulez. Oh ben je ne sais pas si je vais tout garder pour tout à l'heure. On peut peut-être déjà me présenter. Donc Jean-Luc Catanzaro, vous l'avez dit, vice-président de la région des Pays de la Loire, en charge des sujets d'emploi et de formation, mais c'est pas, et d'insertion. C'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, même s'il y a forcément un lien, parce que du coup on côtoie très naturellement et très régulièrement l'ensemble des institutions. Donc je laisserai plutôt les spécialistes parler des institutions et plutôt moi aborder le sujet terrain. Donc voilà, j'ai 5 enfants, 4 petits-enfants, une vie derrière, comme on dit, et une autre vie devant. Et peut-être un mot sur les solidarités. Et le mot solidarité,
vous dire tout simplement qu'on est en train de vivre dans notre société avec des enjeux extrêmement importants. On évoque les sujets de précarité, mais pas que. Hein. Il y a l'environnement, il y a tout un tas de sujets, y compris l'environnement international qui est quand même relativement anxiogène. On a des mouvements en ce moment, donc il y a quand même tout n'est pas lié à une question d'une année ou 2 ans de plus de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expriment à travers les mouvements. Et ce dont je suis moins convaincu, parce que je vais plutôt être celui qui, dans la commande, parlait un peu de terrain et d'action de ce que j'ai fait sur le terrain, c'est que je ne pense pas que la solidarité va sauver le monde, mais ce dont je suis convaincu, c'est que si on n'est pas solidaire, ça va être vachement dur, quoi. Voilà, ça va être quand même un sacré bazar si on n'a pas un regard, si on ne fait pas évoluer un peu aussi nos modes de relation entre les uns et les autres, et puis de ne pas travailler trop sur les précarés pour être évidemment très impliqué aussi sur ces sujets. Je vois bien que, je vais vous le dire avec peut-être un peu de choses qui vont choquer, mais moi je suis un citoyen engagé, je n'ai pas d'association, je n'ai pas de fonds. Sur Le Mans, on est à près de 200 personnes qui sont passées de la rue au logement, sans argent. Et j'ai déjà entendu « touche pas à mes pauvres ». Voilà, j'en dirai pas plus, j'y reviendrai tout à l'heure. On l'abordera tout à l'heure. Merci. Alors peut-être revenir sur le dispositif du logement d'abord, avec Christophe Robert. Et oui, on n'a pas assez de micros, on va mutualiser. Donc, logement d'abord, donc, sur l'esprit le principe du dispositif, il y a quelque chose de positif. Parce que, c'est vrai, soyons honnêtes, on va parler de beaucoup de choses qui ne sont pas satisfaisantes, mais si on peut avoir quelques notes aussi positives, sur l'esprit, vous-même vous le dites, là je dis ça, mais vous-même vous le disiez, que c'était un changement d'état d'esprit différent, de prendre le problème différemment. Oui, complètement. La question, c'est l'ambition. Mais sur le changement d'esprit, il n'y a aucun doute. Pour faire vite, qu'est-ce qui s'est passé ces 15 dernières années ? Le secteur de l'hébergement d'urgence, et notamment l'hôtel social, a été très très fortement mis à contribution pour répondre à des besoins d'urgence. En gros, on a des personnes qui sont à la rue, des femmes, des enfants, des familles, des personnes, des hommes seuls. Évidemment, la collectivité dans son ensemble, heureusement, n'accepte pas ça. On n'en est pas quand même à un degré de se dire ah, c'est comme ça. Et donc, on a beaucoup répondu à ces difficultés sociales par des réponses via de l'hébergement d'urgence et en particulier via l'hébergement hôtelier. Ce n'est pas vrai sur tous les territoires. Ici à Bourges, je discutais tout à l'heure avec un collègue d'une association qui me disait l'hôtel, on n'y a pas eu beaucoup recours, mais cette année, avec la pression, si. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre 2 choses extrêmement importantes. Si on a des personnes sans domicile, si on est obligé de recourir à l'hébergement d'urgence, c'est parce qu'en fait, il y a des défaillances dans d'autres politiques. Quand des jeunes sociales de l'aide sociale à l'enfant sortent à 18, 19, 20 ans sans solution, elles peuvent se retrouver, ces personnes, à la rue. Quand des personnes sortent de prison sans solution de logement, elles peuvent se retrouver à la rue. Quand les centres d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas en nombre suffisant pour des personnes exilées, elles peuvent se retrouver à un moment à la rue. Quand des personnes sont expulsées de leur logement et qu'on ne les a pas accompagnées alors qu'on le sait, on sait que ces personnes vont perdre leur logement puisqu'il y a une intervention publique, eh bien, on prend un risque. Et on pourrait multiplier ces insuffisances. Logement social et logement très social aussi. Non, là je parle des fragilités en amont qui peuvent faire qu'à un moment, ce secteur est soumis à des pressions parce qu'il y a une forte demande. Donc c'est bien la question. Alors on pourrait multiplier. On ferme les lits psychiatriques dans les années 70, c'est très bien, mais en même temps on n'a pas accompagné suffisamment les personnes avec leurs problématiques psychiques. Elles se retrouvent éventuellement à la rue et il y a beaucoup de personnes à la rue qui souffrent de problèmes psychiques. Donc en amont, il y a des défaillances qui font qu'à un moment, on a beaucoup sollicité des réponses d'urgence à des situations d'urgence. Et puis en aval, effectivement, il y a des personnes qui vont passer par exemple par l'hébergement ou qui n'auraient pas dû passer par l'hébergement parce qu'elles ne trouvent pas de solution de logement adapté, parce que le logement est trop cher, parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, parce qu'il n'y a pas assez de logements privés à vocation sociale ou d'autres formules de logement adapté accompagnées pour des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc vous avez une double pression qui fait que ce secteur de l'hébergement d'urgence s'est développé considérablement au cours de ces 15 dernières années. Donc la logique, du logement d'abord, c'est de dire, au lieu de dire aux gens, alors vous allez passer par 3 nuitées à l'hôtel social, puis après un hébergement d'urgence, et puis après un autre hébergement d'urgence, puis après un hébergement d'insertion, peut-être un logement d'insertion pendant quelques mois, etc., ou je ne sais pas quoi, non, on inverse la logique. Parce que là, on est en train de multiplier les formules intermédiaires,
qui coûtent cher à la collectivité, qui ne sont pas satisfaisantes pour les personnes. L'hôtel social en famille, c'est une catastrophe. D'un point de vue santé, alimentaire, vie sociale, vous ne pouvez pas inviter qui vous voulez. Du jour au lendemain, vous pouvez être viré par l'hôtelier, etc., etc. Et ça coûte très cher à la collectivité, donc c'est pas bon. Donc du coup, le logement d'abord, qui n'est pas né avec le plan quinquennal porté par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est des mesures, des dispositifs qu'on met en place depuis très longtemps dans le secteur associatif, mais qu'on a voulu généraliser à l'occasion de ce quinquennat, parce que le président de la République a dit bah ça m'intéresse, c'est disruptif, on est sur une autre logique. C'est quoi? C'est de dire bah non, tout le monde a besoin d'un logement. Et le logement va être non pas la récompense après un parcours du combattant en escalier, mais va être le levier de la réinsertion, va être le levier où on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se soigner, on va pouvoir accueillir du monde, on va pouvoir avoir une vie normale, on va pouvoir se reconstruire. Et selon où on en est de son propre parcours, on va pouvoir reprendre une vie normale. Et en fait, ça fonctionne extrêmement bien, à condition d'avoir des formules de logement qui sont adaptées, que si la personne dont on parle ou la famille dont on parle a besoin d'être accompagnée, eh bien qu'elle le soit accompagnée dans divers domaines, santé, emploi ou autres. Donc, cette logique d'intervention qui consiste à dire arrêtons de développer des réponses qui ne sont pas satisfaisantes pour les personnes et pour la collectivité, inversons la logique, c'est ça le logement d'abord. Alors après, il y a une myriade d'outils, de moyens à mettre en place pour pouvoir arriver à transformer notre orientation politique, nos choix économiques, locaux comme nationaux, pour aller dans ce sens du logement d'abord. Juste pour finir sur la présentation générale, le plan quinquennal logement d'abord était plutôt bon, le premier plan, 2018-2022. Il visait la production d'intermédiations locatives, donc de logements privés qui vont être saisis pour loger les personnes dans du logement. La création de pensions de famille pour des personnes qui ne souhaitent pas pour le moment ou ne peuvent pas être dans un logement autonome complètement, mais c'est quand même un logement de droit commun où il y a 15-20 autres logements. Et puis il y a une hôtesse de maison qui va gérer un peu le collectif, créer des ateliers, etc. De la prévention des expulsions aussi, parce que le logement d'abord, c'est aussi prévenir les ruptures, prévenir les exclusions par le logement. Bref, on pourrait faire le bilan, si les chiffres vous intéressent, je vous les donne, mais qu'est-ce qu'on peut dire en un mot? Le changement de culture, l'orientation politique est la bonne, mais le niveau d'intervention est nettement insuffisant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas changé l'échelle. On a attribué un peu plus de logements sociaux aux personnes sans domicile, on a attribué un peu plus de logements sociaux aux personnes sortant d'hébergement, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure en aval, on a créé plus de pensions de famille, on a créé davantage de places en intermédiation locative dans le parc privé à vocation sociale, on a donc gradué comme ça, monté un peu en puissance cette diverses réponses qui constituent la logique du logement d'abord, ce qui est très positif, mais on n'a pas changé d'échelle. On n'a pas changé d'échelle. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin quantitativement. Avec un deuxième problème, c'est que cette politique du logement d'abord, elle n'est pas en suspens dans l'air. Elle s'inscrit dans un univers social. Vous évoquiez tout à l'heure les mouvements sociaux. Elle s'inscrit aussi dans une politique plus générale du logement. Et pour schématiser, je terminerai là-dessus, si vous avez d'un côté cette politique du logement d'abord avec ses leviers qui permet d'apporter des réponses, d'accord? On parle de 400 000, 420 000 personnes qui ont bénéficié du logement d'abord dans le premier plan quinquennal. Déjà, on n'a pas d'éléments de comparaison avec avant parce qu'on n'avait pas la même logique d'intervention. Mais si vous avez cette bonne politique qui n'a pas suffisamment changé l'échelle, mais quand même qui répond à des besoins, mais que de l'autre côté, vous avez une politique du logement qui n'est pas assez sociale et qui crée de l'exclusion par le logement, vous n'avez rien gagné au bout, ou pas suffisamment. Ou alors il faudra faire les comptes. Or, on vient de passer un quinquennat où on n'a jamais coupé autant sur les deux leviers de la solidarité dans le domaine du logement, c'est-à-dire on a piqué beaucoup d'argent aux bailleurs sociaux dans leur capacité à agir pour produire du logement social. On a affaibli considérablement les APL qui sont l'autre levier d'exercice de la solidarité dans notre pays en matière de logement. Donc d'un côté, vous avez une politique du logement d'abord intéressante, qui produit des effets, qui change de culture, même si elle n'a pas changé d'échelle. Et de l'autre, vous avez des désordres qui sont créés par une politique du logement qui n'est pas assez sociale. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout, et ça pose un problème considérable. Mais il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est ce que je pense et que je dirais en conclusion. On parlera aussi de l'accompagnement, le manque d'accompagnement avec Noam Léandri. Juste un mot sur Victoria Montefil qui vient de nous rejoindre. Donc les trains, c'est vrai qu'on sait que c'est un peu compliqué. Donc vous êtes directrice générale de Solinum, donc une association assez récente. Je vais vous peut-être laisser en dire quelques mots.
et notamment sur ce guide que vous avez créé, qui s'adapte un peu à tous les territoires de tous les structures d'accueil notamment. Tout à fait. Déjà, toutes mes excuses pour le retard. 50% mouvement social, 50% bêtises personnelles. Et je trouve ça hilarant pour quelqu'un qui travaille dans l'orientation d'avoir un aussi mauvais sens d'orientation et de s'être perdu dans tout Bourges. Du coup, moi, je dirige Solinew, une association qui travaille pour l'orientation des personnes en situation de précarité. On a développé, entre autres, le SoliGuide, qui est un guide qui référence tous les lieux utiles aux personnes en difficulté, de l'aide alimentaire à la douche, en passant par la permanence juridique, l'accompagnement social, les enjeux de cours de français, etc. On se contente en fait de référencer tout ce qui existe sur un territoire pour aider les personnes en difficulté. Et tout ça, on le fait avec des informations qui sont de qualité, à jour, et qui vont être transmises aux personnes par plein de biais différents. Donc on a un site internet, soliguide.fr, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, une application mobile, des bornes, des listes papier, parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie. Les guides papier sont aussi très importants, il y a plein de CCS qui en font, qu'on fait en partenariat. Et on a aussi un numéro WhatsApp, SMS. Je pense qu'on a fait à peu près tous les supports qui pouvaient exister pour pouvoir donner l'information à toutes les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, on est présent sur 30 départements français. Et on continue à se déployer un peu dans toute la France pour apporter l'information partout où elle est utile. Plutôt l'ouest de la France, hein, je crois. Alors c'est vrai qu'on a commencé à Bordeaux, mais maintenant on est sur toutes les régions françaises. Donc on a au moins un département dans chaque région. D'accord, donc les 30 ne sont pas concentrés que dans les mêmes régions. Non. Ok. Non, on est un peu partout. On reviendra tout à l'heure sur vos partenariats, notamment comment vous travaillez avec les CCS. On parlait effectivement de l'accompagnement, qui est une chose qui pêche. Ce qui pêche tout d'abord, c'est effectivement les moyens globalement, et notamment dans ces moyens, ce manque d'accompagnement, parce que c'est une des clés aussi de la réussite de ce type de dispositif. Noam Léandri. Merci. Alors effectivement, comme l'a dit Christophe, aujourd'hui on a eu des moyens supplémentaires sur le logement d'abord, donc c'était une bonne chose, mais c'est vrai que dans le même temps on a fait des milliards d'économies sur les APL, sur le logement social. Donc le secteur du logement finalement a été un peu victime aujourd'hui des coupes, des rares économies qui ont été faites sur le précédent quinquennat. S'il y a bien un secteur, un domaine dans lequel il y a eu des économies budgétaires, c'est bien le secteur du logement. Je n'en vois pas beaucoup d'autres ailleurs. Je me défie d'en trouver. Alors, les collectivités ont été mises aussi un peu au régime sec. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue des politiques de l'État, en tout cas, si on regarde les grands ministères, c'est celui qui a fait le plus les frais des économies budgétaires du début du quinquennat précédent. Et donc ça se retrouve aujourd'hui peut-être dans la situation qu'on constate aujourd'hui. Alors l'accompagnement c'est essentiel effectivement, on va pas c'est pas en disant aux personnes par exemple qui n'ont pas d'emploi de traverser la rue qu'ils vont pouvoir trouver un boulot. En général on constate que il va falloir un peu d'accompagnement pour ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, et c'est valable également pour le logement parce que c'est le sans-abrisme est en général lié à des difficultés, on a parlé psychiques, des personnels, etc. Donc des parcours qui nécessitent un accompagnement pour revenir dans une vie plus normale, et ça passe par l'accès à un logement d'abord qui permet de vivre dignement. Ça, c'est des travailleurs sociaux, c'est des personnes au quotidien qui vont pouvoir œuvrer, et ça a un coût financier. Et c'est pour ça que je rentrais par cette question financière. C'est pas qu'une déformation professionnelle, c'est aussi, je pense, un enjeu important, et on le pratique tous au quotidien. La pauvreté, elle se mesure aussi de façon monétaire. Donc voilà, on sait que l'argent a un rôle essentiel dans cette affaire. Et donc, il y en a besoin de financer tout cet accompagnement social, de revaloriser aussi le travail social qui aujourd'hui manque parfois aussi à la fois de récompenses financières, mais de récompenses aussi symboliques, de reconnaissance du travail qui est fait au quotidien. Donc, il y a un enjeu important aujourd'hui autour du travail social. C'est le vôtre, c'est celui de vos collègues. Bon, voilà, en tout cas, je ne vois pas aujourd'hui, et l'augmentation du SMIC qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est un peu tassé vers le bas de la grille, fait que, alors je ne suis pas employeur de travailleurs sociaux, mais voilà, je pense que vous devez le constater, aujourd'hui tout le monde a l'impression d'être un peu payé au SMIC et de ne pas être reconnu à la hauteur de l'engagement qui est mis tous les jours. Donc voilà, il y a un enjeu important aujourd'hui autour de cette revalorisation du travail social. Et des métiers en tension dans les collectivités, pas que dans les collectivités, mais on sait que c'est des métiers de plus en plus difficiles à avoir. Oui, tout à fait. Il y a une crise des vocations, je pense. Vous devez le constater certainement au quotidien. C'est extrêmement difficile, et on sait qu'on n'arrivera pas à réduire la pauvreté, à agir concrètement en faveur de ceux qui sont le plus loin
de l'emploi, du logement, d'une insertion sociale, ça n'ira pas que par le boulot, par ceux qui iraient bosser d'un seul coup, qu'on aurait résolu le problème de la pauvreté, du sans-abrisme, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a malheureusement le sentiment qu'on se trompe un peu de priorité, ou en tout cas on pense que le travail, c'est la seule solution aujourd'hui à la pauvreté et à la lutte contre la pauvreté. Or, c'est une erreur. Il y a déjà des travailleurs pauvres, 1 million en France, donc ça montre que le travail ne permet pas d'être complètement sorti de la pauvreté. Et puis d'autre part, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a besoin d'accompagnement, et l'accompagnement social, voilà, il a un rôle essentiel, et donc on a besoin de personnes pour pouvoir le faire tous les jours. Et dans le pacte des solidarités qui n'est toujours pas présenté, les échos que vous avez, parce que vous êtes dans un certain nombre de réunions, si ça tarde, c'est qu'une question budgétaire, c'est de voir s'il y aura un peu les moyens suffisants. Il y a la question budgétaire, et puis il y a la question aussi de ce que les collectivités sont capables aussi de contractualiser aujourd'hui avec l'État, puisqu'il y a une négociation aussi sur le service public de la petite enfance qui est embarqué dans ce pacte des solidarités. Donc là, c'est avec les départements. Il y a la question de France Travail aussi, qui est donc là, c'est ce qu'on disait à l'instant, hein, la question de remettre au boulot ceux qui sont éloignés de l'emploi. Donc je pense que ça se fait. France Travail, c'est la fusion, c'est le nouveau nom de Pôle emploi, si vous voulez, demain, mais c'est surtout aussi savoir, est-ce que... Pour information, on le traite, c'est la table ronde d'après. D'accord, bon alors je vais pas... Mais vous pouvez aller jusqu'au bout pour ceux que ça intéresse. Mais l'enjeu, il est effectivement assez budgétaire, financier. Pourquoi ? Parce que France Travail, si l'ambition, c'est effectivement de faire en sorte que tout le monde ait un accompagnement. Alors, on commence par les expérimentations avec les allocataires du RSA pour faire en sorte de voir si ça fonctionne. À Lyon aussi, hein, la métropole de Lyon est engagée dans l'expérimentation jusqu'à preuve du contraire. On verra si ça se poursuit. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait des moyens d'accompagnement supplémentaires pour faire en sorte que les personnes les plus éloignées de l'emploi puissent être accompagnés par des formations, par des aides diverses et variées. Alors aujourd'hui, ça se traduit surtout par des obligations, hein, les 15 ou 20 heures, mais ça veut dire que quand même derrière, il y a des travailleurs sociaux, des personnes qui vont accompagner davantage les personnes. Et ça a un coût. Aujourd'hui, l'expérimentation, c'est 19 territoires qui ont chacun 2 millions d'euros pour pouvoir accompagner quelques milliers d'allocataires du RSA. Si on devait le généraliser aux millions d'allocataires du RSA, voilà, il va falloir changer d'échelle. Donc 2 millions, vous voyez, ça se passe tout de suite en milliards, hein, si je rajoute 3 zéros. Donc il y a un enjeu financier extrêmement important, ce qui doit certainement expliquer le retard du pacte des solidarités. Moi, je pense aussi qu'il y a un peu moins de bandes passantes à Matignon, dans la partie pôle social, qui s'occupe aujourd'hui d'autres sujets qui ont été jugés prioritaires par l'exécutif, la réforme des retraites, plutôt que malheureusement s'occuper au quotidien des gens qui aujourd'hui sont dans la difficulté. On a préféré régler le problème du déficit en 2027. Voilà, bon, écoutez, dont acte. Mais malheureusement, je pense que je plaide pour qu'on s'intéresse tout de suite à régler les problèmes des gens au jour le jour, plutôt que d'essayer d'imaginer qu'il y aura un problème dans 5 ans. Mais en tout cas, voilà, il y a ce problème de report, à mon avis, qui est malheureux et qu'on commence à sentir, en tout cas. Et sur les allocataires du RSA, surtout si on ajoute les 30% de non-recours. Parce qu'effectivement, c'est une promesse qui est faite. Alors, donc, et on sait que ce public-là, ce n'est pas un public qui est moins concerné, moins touché, si je puis dire. Il est très divers dans les personnes qui ne perçoivent pas, qui pourraient percevoir les allocations. Donc il faut aussi... c'est des gens qui ont besoin aussi d'accompagnement. La lutte contre le non-recours est un enjeu important. Je pense qu'il sera traité, enfin il est certain qu'il sera traité. Je voyais hier le directeur général de la CNAF qui nous a expliqué un peu son programme pour le versement à la source, hein, vous savez, qui va permettre déjà de pré-remplir les déclarations, comme vous pour vos déclarations d'impôts, hein, elles sont pré-remplies, donc ça devrait faciliter l'accès normalement et éviter aussi les erreurs de renseignement, de saisie qu'il peut y avoir. Donc j'espère que ça permettra effectivement. Donc on a toujours besoin de domiciliation, parce qu'il faudra que toujours les personnes qui n'ont pas de domicile fixe puissent quand même pouvoir recevoir leurs documents, les traiter, de l'accompagnement numérique aussi. Alors, je ne sais pas si vous en faites, mais j'ai l'impression qu'à travers les outils que vous fournissez, ça peut aussi aider. Mais en tout cas, il y a besoin d'aide aussi toutes les procédures pour qu'elles soient numériques. Voilà, ça permettrait de réduire le non-recours et donc de réduire aussi, j'espère, la pauvreté et des bords monétaires pour les prestations, puis peut-être aussi pour des services et voilà. Avant de parler du dispositif des nuits de solidarité, qu'on a juste évoqué pour l'instant, voir peut-être s'il y a des premières questions, réactions dans la salle. Je vois monsieur devant, on va vous donner un micro.
que je vous demande juste, c'est d'avoir une intervention assez courte, hein, parce qu'on a encore pas mal de choses à aborder, mais c'est vrai que je trouvais ça bien de vous donner la parole dès maintenant. Directeur de Saint-Jean-de-Luz. Merci. Voilà, c'est ça, directeur CCAS Saint-Jean-de-Luz. Juste revenir sur la question, Monsieur Léandri, vous disiez, lorsqu'il n'y a pas la politique nationale qui s'exerce pleinement, il peut y avoir des actions au niveau local, on en est pleinement convaincu sur nos CCAS, mais rappelez que parmi les personnes à la rue, on a globalement 3 catégories de personnes: les personnes qui sortent d'un parcours aide sociale à l'enfance, les personnes qui sortent de détention et les personnes qui ont des difficultés de santé, en particulier les troubles psy. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes, au départ, et sur leur problème principal, c'est pas nous, les CCAS, qui sommes concernés, c'est la politique nationale. Et nous, on se retrouve à se retrouver après des difficultés de ces institutions, notamment des manques de moyens ou de compréhension des dispositifs, en particulier sur notre angle de domiciliation. Je pense par exemple aux personnes qui sortent de détention, où on ne se préoccupe pas de savoir si elles ont une adresse. Si la détention était plus longue, leurs droits sont coupés. Elles frappent à notre porte. Allez, souvent correctement, mais si on se retrouve avec un CCAS, parce qu'on doit faire notre autocritique aussi, qui a un fonctionnement à 2 mois pour répondre, ils vont frapper peut-être un peu moins correctement à la porte d'à côté, et nous on se retrouve en difficulté derrière parce qu'on doit apporter une réponse rapide. Ils ont besoin de retrouver des droits avant de pouvoir étudier même de l'hébergement, et on peut le souhaiter, une entrée dans le logement. Et un dernier point, des dispositifs qui, ça marche très bien, c'est la question des logements temporaires. Nous, les collectivités, on est très mobilisés dessus. Sur une ville comme Saint-Jean-de-Luz, on est sur 20 logements temporaires. On a encore 20 personnes à la rue et 20 hébergés en demande de logement. Mais ça nécessite du temps. Et là, des moyens de l'État, même si nous, on doit les mettre en œuvre, c'est des moyens de l'État pour nous permettre de le faire. Merci. Je rajouterais quand même, parce que vous avez parlé de 3 catégories, il y en a quand même beaucoup plus. Je rajouterais une catégorie qui quand même préoccupe beaucoup en ce moment, qui est la catégorie des personnes qui sont sans droit ni titre et qu'on rencontre aujourd'hui dans les CCAS, alors qu'effectivement, c'est absolument pas de notre compétence et qu'en matière d'ouverture de droit, on est dans l'incapacité de toute manière de pouvoir accompagner vers un logement, accompagner vers l'emploi. Enfin, la seule chose qu'on peut faire, c'est la scolarisation des enfants et l'accès aux droits fondamentaux, l'hygiène, l'alimentation et autres. Mais il y a effectivement quand même aujourd'hui ces personnes qui se retrouvent en situation irrégulière et qui sont dans nos villes, qui sont sur nos territoires, et qu'aujourd'hui, les associations et les CCAS sont les seuls à accompagner quand même et à prendre en charge. Christophe Romer. Oui, enfin, vous traduisez en quelques mots vraiment l'enjeu majeur. C'est-à-dire que si on ne regarde pas le parcours qui conduit à la rue, c'est ce que je disais tout à l'heure, on passe à côté du problème. Donc c'est compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. D'autant que quand on répond en urgence mal, ça coûte cher et c'est pas satisfaisant pour les gens. Je pense qu'on a suffisamment d'intelligence collective dans ce pays pour comprendre qu'il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que, donc vous avez dit les éléments essentiels. Mais j'ai une inquiétude par rapport à ça. Et c'est là où on est sur une problématique systémique. C'est qu'en fait, quand on parle de la psychiatrie, du secteur des prisons, de l'aide sociale à l'enfance, de la question des parcours migratoires et la capacité d'accueillir, etc., c'est tous des secteurs qui sont en crise. Et donc, nous, quand on remonte le fil des parcours des personnes qui sont à la rue, et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on les connaît, ces personnes, à un moment. C'est là l'absurdité de nos insuffisances, en quelque sorte. Mais en même temps, quand vous êtes dans un service d'aide sociale à l'enfance, vous avez bien conscience que le jeune qui va sortir à 18, 19, 20 ans, et s'il n'a pas de logement, il va être en galère. Mais comment vous faites? Alors, vous activez les réseaux locaux, mais jusqu'à un point, vous avez aussi votre boulot à faire dans votre domaine particulier. Et souvent, vous avez déjà des difficultés à exercer vos missions convenablement. Et c'est là où, en réalité, avec ce sujet que vous traitez dans cette table ronde, on ne peut pas l'aborder uniquement à travers le sujet lui-même. Autrement, on passe à côté de la bonne réponse. Et puis, vous avez donné un autre élément, c'est le logement. Vous avez dit, alors, on peut parler de logement temporaire parce que ça peut être nécessaire à un moment, on peut parler de pension de famille parce que ceci, on peut parler de logement social, on peut parler aussi peut-être tout simplement de quelqu'un qui a besoin d'être aidé via l'APL et qui pourra se loger tout seul, qui n'aura pas besoin d'accompagnement, parce qu'il y a aussi des personnes sans domicile qui ont juste chuté à un moment, parce que leur parcours a été compliqué, parce qu'il a été fait de rupture, et puis de deuxième rupture, et puis de troisième rupture. Donc il n'y a pas une situation, et ce n'est pas à vous que je vais la prendre, qui est identique. En revanche, on ne peut pas éternellement, ensemble, constater qu'il y a une défaillance ou
un manque de coordination entre des services qui sont tous épuisés ou des univers d'intervention qui sont tous fatigués, épuisés parce qu'il y a trop de demandes. Et effectivement, c'est là où il faut sortir d'une logique, j'allais dire, budgétaire, bureaucratique, pour regarder, et c'est là où vous êtes déterminant dans les territoires, pour regarder comment ça marche, pour se dire comment on articule tout ça. Donc, c'est des gens qui vont faire ça. C'est ce que disait Noam tout à l'heure. C'est des personnes qui vont faire tout ça. Et ça, c'est une des difficultés que nous avons depuis quelques années à faire prendre conscience. Donc, c'est important ce que dit Noam, c'est-à-dire il faut des gens à un moment qui puissent donner le coup de main, qui puissent huiler. Qui connaît tous ces dispositifs? Nous, on développe à la Fondation Abbé Pierre beaucoup de lieux de permanence d'accès au droit. Mais c'est hallucinant. Les personnes ne savent pas et n'ont pas recours aux droits auxquels ils ont droit parce que c'est extrêmement compliqué. Certains disaient à un moment, plus t'es pauvre, plus il faut avoir fait d'études, en fait. Donc, là, il y a sans doute quand même, ça fait plusieurs fois que ça revient, une réflexion à avoir quand même à l'échelle locale sur le partenariat avec l'État, quoi. C'est-à-dire que, on l'a vu, si je devais prendre un exemple plus positif, au moment du Covid, quand à un moment tout le monde a pris peur, il y a eu des coordinations où on ne regardait plus qui doit faire quoi. On se préoccupait des gens et chacun à sa place apportait sa contribution. Moi, j'ai beaucoup œuvré pendant cette période-là. Ça fait 20 ans que je suis, 30 ans, 35 dans les politiques publiques que j'observe ou j'agis à l'intérieur. Eh bien, jamais j'ai vu une efficacité telle. Mais tout simplement parce qu'on n'est pas resté retranché chacun dans nos... On a regardé les personnes, les inquiétudes, les souffrances, et puis on s'est dit on va pouvoir en sortir. Maintenant, pour faire ça, il faut quand même avoir une ligne de conduite nationale. C'est-à-dire, si on reprend le 4e point que vous évoquiez, parce que je pensais aussi qu'il faut rajouter la question des parcours migratoires, des personnes exilées, des personnes sans droit ni titre, etc., ou même tout simplement de l'insuffisance des réponses pour les demandeurs d'asile. La responsabilité de l'État, c'est d'apporter une solution d'hébergement et d'accompagnement et un pécule aux personnes demandeurs d'asile. Or, une personne sur 2 demandeurs d'asile dans notre pays n'a pas cette solution-là. Voilà encore la manière dont ça se déporte sur le secteur de l'hébergement, sur tout le secteur social, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de place, les gens, il faut bien qu'ils trouvent un toit sur la tête. Donc, pour pouvoir engager, et là, c'est de la politique, au sens noble du terme, et c'est là où il ne faut pas lâcher la politique, entre l'action concrète que l'on veut tous, que l'on fait tous sur le terrain, et la politique, c'est que pour pouvoir penser qu'à l'échelle locale, il y ait un bon maillage qui s'opère, une bonne articulation entre les différents services, entre les compétences des uns et des autres, il faut aussi se dire ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mettre fin au sans-abrisme? Est-ce qu'on veut accueillir dignement les personnes exilées dans notre pays? Est-ce qu'on veut faire sortir les personnes de la pauvreté? Est-ce que Et moi, souvent, je dis, on fixe bien des objectifs aux ministres, aux préfets de département sur un certain nombre de choses, y compris sur les expulsions parfois. On pourrait se fixer des objectifs collectifs. Sur les 2 ans, 3 ans, on va résoudre de moitié le problème des sans-domicile, et puis en 5 ans, on va le résoudre complètement, et puis on va réduire la pauvreté, et puis on va réduire le non-recours au RSA ou à l'hébergement pour les demandeurs d'asile quand on n'a pas de solution. Et on se fixe des objectifs collectifs, et on travaille collectivement. Mais on en est loin, parce qu'on n'aborde pas ces sujets comme il faut, avec une logique, me semble-t-il, politique, sociale, mais politique. Merci. Je vous donnerai la parole par la suite, parce qu'effectivement, il faut qu'on avance, mais promis, je ne vous oublie pas. Sandrine Runel, quelques mots sur le dispositif des Nuits de la Solidarité. On sait que ça concerne aujourd'hui, je crois, une quarantaine de collectivités. C'est vrai qu'il y a un débat, notamment dans le milieu associatif, de se dire est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers de ce genre de dispositif? Est-ce qu'on minimise pas en réalité le nombre Mme Léandré, quand on avait échangé là-dessus, vous disiez aussi, ça, théoriquement, c'est, même si les initiatives sont intéressantes, mais c'est du ressort théoriquement de l'État. Et c'est vrai que on a vraiment un retard très important là-dessus. Oui, mais donc, mais il y a plein de choses positives aussi. C'est ça. Et puis on peut pas toujours dire c'est du ressort de l'État et comme en fait l'État fait pas, il faut qu'on fasse. Donc, non, je parlais au niveau de la statistique. Oui. Mais même en fait, il n'y a pas que l'État aujourd'hui qui produit des chiffres. Enfin voilà, aujourd'hui on parle d'ailleurs plus des chiffres de la Fondation Abbé Pierre que des chiffres de l'État, parce que les chiffres de l'État on les attend encore par ailleurs, donc selon les territoires on les a pas. Oui, c'est sûr que les chiffres de 2012 c'est pas très intéressant, mais un point quand même sur ce que disait Christophe Robert, il y a des pays, Helsinki, il y a des villes qui se sont engagées en se fixant des objectifs, en se disant à 5 ans on réduit le nombre de sans-abri et à 10 ans on n'aura plus de sans-abri. Enfin, il y a évidemment des
des objectifs qu'il faut se fixer, sinon on n'avance pas. Sur la question des nuits de la solidarité, donc c'est un dispositif qui a été mis en place à l'étranger, qui a été repris par Paris il y a 4-5 ans, et qui permet du coup, donc une nuit, un instant T, d'aller recenser les personnes qui sont en situation de rue, donc qui vont passer la nuit dehors, qui n'ont pas de solution d'hébergement, de logement, qui sont vraiment dans une grande précarité puisque à la rue. Et donc il y a plusieurs villes qui, depuis quelques années, s'engagent dans ces nuits de la solidarité et qui reposent, alors c'est là où c'est intéressant aussi, sur la question de la participation citoyenne, puisque ce ne sont pas que des professionnels, ce sont des citoyens qui s'engagent et qui vont à la rencontre des personnes qui sont à la rue. Alors évidemment, il y a tout un guide méthodologique, il y a des chartes, des principes à respecter. Voilà. Ça ne s'improvise pas et on ne va pas à la rue comme ça parler à des gens qui sont dehors. Donc il y a évidemment une méthode à respecter, mais ça a plusieurs avantages. Déjà, ça permet de visibiliser véritablement la question du phénomène du sans-abrisme, puisque au-delà des débats qu'on peut avoir entre nous, et Dieu sait qu'on en a entre les associations, les collectivités, les réseaux, l'UNCAS et autres, on discute entre nous. Ça fait des années qu'on discute là-dessus et qu'on demande des moyens, qu'on demande de l'argent, qu'on nous dit qu'il n'y en a pas, mais que peut-être il va y en avoir. Et donc, on attend un pacte des solidarités qui tarde quand même à venir. Et qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait dans nos territoires? On travaille sur cette question-là, on ouvre des gymnases, on met des personnes à l'abri, on fait de l'IML, on réquisitionne nos logements vacants. Donc voilà, évidemment, on agit. Et donc la nuit de la solidarité à ce mérite-là, c'est que ça va à un instant T dire quelle est la situation dans notre ville, dans notre commune. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des professionnels, c'est un soir, c'est le jeudi, pas le vendredi, donc... Ça peut évidemment mettre en cause, et en tout cas pas en péril, mais questionner les chiffres qui sont donnés par le SAMU social ou par d'autres dispositifs de recensement qu'on connaît tous sur nos territoires. Mais en même temps, ça permet de confronter. Et ça permet aussi de dire à l'État, voilà, aujourd'hui, à Lyon, à Marseille, à Paris, dans toutes les villes qui se sont engagées sur ces nuits de la solidarité, on a décompté un nombre de personnes qui étaient à la rue. Et surtout, ce qui est important, c'est le recensement de leurs besoins et de leur situation. Pourquoi, en fait, vous êtes à la rue ce soir ? Alors, c'est évidemment pas une analyse de tout leur parcours, mais pourquoi ce soir vous êtes à la rue ? Est-ce que c'est des cohabitations ? Est-ce que vous étiez déjà à la rue ? Est-ce que c'est effectivement parce que vous êtes sorti d'un foyer pour jeunes et que vous n'avez plus de solution depuis X temps ? Et puis, quels seraient vos besoins ? Voilà, donc ça, c'est des éléments quand même qui sont... Vous avez appris des choses concrètement, ça a pu, je sais pas, au niveau de certains dispositifs, est-ce que ça a pu ajuster d'enseignements que vous avez pu avoir ? Nous, en fait, on a donc organisé la première nuit de la solidarité l'année dernière. Là, on organise notre deuxième nuit de la solidarité qu'on a fait en décalé par rapport à d'autres villes, parce qu'on l'a fait le 6 avril, pour une raison très simple, c'est que les citoyens qui ont participé, donc c'est 500 bénévoles à Lyon l'année dernière qui ont participé à cette nuit de la solidarité, qui l'ont fait en janvier, donc on m'a rôdé dans tout Lyon pour rencontrer des personnes qui étaient à la rue, nous ont dit, en fait, on n'a pas vu beaucoup de monde, on pense, et donc c'est des citoyens, c'est pas des professionnels comme nous, on pense que comme c'était en pleine période hivernale, les personnes, elles sont quand même prises en charge, elles sont à l'abri, elles sont dans des hôtels, dans des gymnases, dans des lieux d'hébergement ouverts par X ou Y. Et donc, on souhaiterait réaliser cette même nuit, ce même recensement, cette même photo à un instant T, après la période hivernale. Parce que l'État a beau dire il n'y a plus de gestion au thermomètre, il y a une gestion au thermomètre. Alors, du coup, le thermomètre, avant, c'était de novembre à fin mars. Là, c'est vraiment à la semaine, en fonction de... Il fait très froid, il fait un peu moins froid, et où on est. Mais donc, du coup, on a décidé de la décaler. Mais ça permet... D'ici peu, le 6 avril, oui, tout à fait. Mais ça permet, effectivement, derrière, de pouvoir recenser un certain nombre de besoins et d'ouvrir des dispositifs qui sont adaptés. Paris l'a très bien fait. Il y a différents dispositifs qui ont ouvert, notamment d'accueil pour les femmes qui étaient à la rue, parce que ça permet aussi de se dire que c'est pas que des hommes seuls. C'est pas uniquement des personnes qui sont à la rue avec des problèmes d'addiction ou d'autres. Non, il y a aussi des femmes seules qui se retrouvent à la rue et qui sont encore plus vulnérables que les hommes
par ailleurs. Et donc, ça permet d'ouvrir des dispositifs un peu adaptés. Nous, on a ouvert une laverie solidaire, parce que ce qui a été mis en avant l'année dernière dans le recensement, c'est que les personnes sont à la rue, qu'il y a des dispositifs d'accès à l'hygiène, donc elles pouvaient prendre des douches, mais elles ont des habits qui sont sales, et donc elles vont prendre leur douche, mais elles remettent leurs mêmes habits derrière. Donc, on a adossé à nos bains-douches une laverie solidaire. Donc oui, la nuit de la solidarité, c'est évidemment pas l'alpha et l'oméga de nos politiques sociales, mais c'est un élément supplémentaire pour pouvoir conduire des politiques publiques et surtout pour pouvoir engager des discussions avec les services de l'État et mettre aussi devant les responsabilités des uns et des autres la situation du sans-abrisme sur notre territoire. Merci. De toute façon, on aura peut-être quelques questions dans la salle, de voir effectivement... Est-ce que j'imagine que les 40, c'est surtout plutôt des grandes villes, ou pas forcément? Pas forcément, il y a effectivement des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, qui se sont Marseille engagées, mais il y a aussi beaucoup de villes, il y avait Montpellier, il y a aussi beaucoup de villes en Île-de-France, 40 villes cette année dans l'Île-de-France, dans le Grand Paris, qui se sont engagées à côté de Paris pour faire la nuit de la solidarité, à Alfortville, et donc du coup c'est vrai que ça permet à plusieurs villes de pouvoir s'engager dans ce recensement et de pouvoir aussi communiquer encore une fois avec les services de l'État pour leur dire, bon, regardez, il y a telle et telle situation aujourd'hui, et quelles sont les situations qu'on peut régler, surtout rapidement, parce qu'il y a des situations, si on les règle tout de suite, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et pas beaucoup de moyens. Si on attend 5-10 ans, ce sera un peu plus compliqué. Avant de donner la parole à Jean-Luc Catanzaro, peut-être quelques mots pour revenir sur Solinum. Vous nous avez expliqué rapidement ce que vous faisiez, mais... Comment vous le constituez? Avec quels acteurs vous travaillez? J'imagine avec les CCAS, avec tout le milieu associatif. Comment ça se passe? Et après, moi, je me mets dans la peau d'une personne qui pourrait utiliser ce guide. Comment ils sont au courant? Parce que c'est toujours la même chose. Des fois, il y a des choses très bien qui sont faites, mais comment on sait que ça existe? Du coup, comment on travaille aujourd'hui sur les territoires? De la définition même du projet qui est de référencer tout ce qui existe pour aider les personnes en difficulté, forcément on a l'intersection d'à peu près tout le monde. Donc on bosse aussi bien avec les collectifs militants, les associations locales, nationales, qui font partie du comité de pilotage du projet, avec l'État, avec les collectivités, avec les CCAS, qui sont des super partenaires à chaque fois, parce que souvent ils ont pris d'eux-mêmes leur réflexe bien avant nous, de faire des guides papier et de les distribuer sur leur territoire, en vrai. Mais le champ est très large. Est-ce que ça va jusqu'au sanitaire, au médico-social? Question hyper intéressante. Nous, on fait beaucoup de participation des personnes concernées. Donc concrètement, pour déterminer qu'est-ce qu'on allait mettre sur Soliguide, on a demandé aux personnes en galère de quoi tu as besoin. Et c'est fait qu'on a des catégories très variées qui vont aller sur les trucs classiques, les accueils du jour, etc. Mais aussi, on a des bibliothèques, parce que c'est très utilisé par les femmes sans-abri notamment. On a des fontaines d'eau potable, on va voir des activités culturelles et sportives, très demandées, gratuites. Et du coup, on va être à l'intersection de beaucoup de choses. Et notamment, on a observé qu'il y a pas mal d'acteurs du sanitaire qui allaient utiliser le Soliguide pour pouvoir orienter les personnes qui passent dans leur service et dont, en gros, pour caricaturer, ils ne savent pas quoi faire. Les personnes qui arrivent, qui sont en hôpital et qui n'ont pas envie de remettre à la rue, ils ne connaissent pas nécessairement très très bien le monde de la solidarité. On est un petit peu cloisonné quand même, hein. Déjà entre l'urgence sociale, l'insertion, déjà, c'est compliqué. Et ensuite, il y a les enjeux, voilà, on peut resectionner le logement, l'aide alimentaire, etc. On peut faire plein de petites sections. Et vous adressez également aux professionnels, mais effectivement au grand public, si je puis dire. Je reviens sur la question, mais comment on est au courant de son existence? Honnêtement, c'est la partie la plus compliquée. On n'a pas trouvé de meilleure technique que d'aller dans les structures directement et d'aller rencontrer les personnes. On fait des permanences d'orientation, par exemple, dans les structures, pour pouvoir indiquer aux personnes qu'est-ce qui existe à côté d'elles, qui peut répondre à leurs besoins. Et au passage, vous pouvez trouver les informations vous-même sur Soliguide, sur quelques supports que vous avez besoin. Et il n'y a pas de secret, les meilleurs prescripteurs, ça va être les travailleurs sociaux, et ça va être les écoutants 115, par exemple, qui utilisent énormément Soliguide. Donc ça va beaucoup passer par la prescription. Et aussi par Internet. Les gens, ils vont chercher sur Google, en fait. Ils vont chercher accueil de jour Paris sur Google, ils tombent sur Soliguide, ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Ok. On reviendra où on aura peut-être des questions. Alors, Jean-Luc Catanzaro, tout à l'heure, je suis resté un peu vague dans la façon de vous présenter. C'est pas faux. C'était fait un peu exprès, c'était pour ménager le suspense.
une belle histoire, une belle expérience effectivement au Mans. On a parlé d'IML tout à l'heure, donc là on va rentrer un peu dans le détail de intermédiation locative. En plus, qui a déjà 3 ans, donc il y a déjà un retour. Je crois que c'est 100, je sais pas les derniers chiffres, on va dire plus de 150 personnes qui ont été relogées, donc des résultats assez concrets. Et aussi, Bureau des Cœurs, bon, on sait que ça existe dans un certain nombre de régions. Et vous me disiez tout à l'heure, en plus, ça marche bien au Mans, mais également avec aussi un retour dans l'emploi, pas tout de suite, hein, parce on parlait d'accompagnement tout à l'heure, il y a des SAS, mais quand même des beaux chiffres. Donc de se dire que ça peut être aussi un beau levier d'insertion. On a quelques... Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on les lance tout de suite. Quelques photos. Ben voilà, c'est parti. On reste peut-être sur celle-là pour l'instant. Je vous laisse un peu expliquer. Peut-être déjà, pour comprendre, alors moi je suis tout nouvel élu, mais d'abord et avant tout un citoyen impliqué sur mon territoire, dans les clubs d'entreprise, sur mon activité professionnelle, dans les organisations professionnelles. Donc j'avais la chance d'avoir un réseau dans le privé et dans le monde de l'entreprise assez fort. Et associatif aussi. Et puis, à titre très personnel, par exemple, j'étais vice-président de la mission locale, j'étais au CCAS du Mans, voilà, pas mal impliqué sur le territoire. Je croisais évidemment des institutionnels et des politiques, évidemment. Et puis, à titre personnel, j'étais impliqué dans des maraudes, j'étais impliqué auprès d'associations qui apportent du soutien aux personnes à la rue, par rapport au fait on en dira peut-être un mot, mais j'y ai passé un peu de temps aussi personnellement à la rue. Et donc voilà, je regardais ces deux mondes, je les regardais, mais finalement ils se connaissaient peu. Un jour, je croisais des chefs d'entreprise dans des belles réceptions, puis le lendemain, j'étais assis avec mes potes dans la rue en train de discuter. Puis je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour arriver à faire du lien, finalement faire du lien entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Et donc le point de départ de l'histoire, ça a été simplement de dire comment je peux envoyer un message quand tu croises une personne à la rue, juste un petit regard, juste un petit sourire, on ne se doit rien. En fait, c'était ça mon point de départ. Donc là-dessus, je me dis comment je fais. Donc je vais voir, comme je suis impliqué pas mal dans les CFA, je vais voir mes amis du CFA de la coiffure, et je dis tiens, on ne peut pas monter un salon éphémère en plein milieu du Mans au moment des 24 heures. Allez, go, on y va. Et on a coiffé plein de gens dans la rue. On a eu un succès incroyable dans la presse locale, dans un premier temps. Ensuite, on a été élu talent de la Sarthe, c'est un peu les Césars sartois, le meilleur entrepreneur, le meilleur ceci, le meilleur cela, puis la meilleure action solidaire. Donc, on a encore fait du buzz. Et puis, petit à petit, je me suis dit, avec ce succès, on a eu l'occasion d'organiser. Et je précise, je n'ai pas d'association, je n'ai pas voulu en monter, j'ai aucun fonds, je n'ai pas d'argent, j'ai rien. Je fais juste, avec des potes chefs d'entreprise, de les mobiliser pour qu'ils donnent un coup de main, parce qu'il y a plein de mecs qui ont envie d'aider, quoi. Tout simplement, ils ne savent pas comment faire, mais ils ont envie d'aider. Et puis donc j'ai eu le stade du Mans qui est magnifique, gratos, on a fait le Noël au MM Arena pour les sans-abri, on l'a fait 3 fois avec des grandes fêtes où on a invité les assos, mes partenaires qui les accompagnent, la Croix-Rouge, le CCAS, toutes les associations qui les accompagnent, qui font de la veille sociale, qui les suivent, et voilà, et puis les gars de la rue surtout, et les filles de la rue qui étaient là, parce que vous l'avez dit, mais c'est 40% à Paris, le nombre de femmes SDF. On ne les voit pas beaucoup parce qu'elles se cachent, pour les raisons qu'on peut comprendre, par sécurité aussi. Donc voilà, on a eu un succès fou. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce succès, quoi ? Est-ce que je m'arrête là ? Parce que mon idée, c'était de lever les idées reçues, lever les stéréotypes. Et puis là, on peut regarder Là, si vous pouvez envoyer, j'ai fait une exposition qui s'appelle « Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est votre regard ». Donc avec 7 femmes et 5 hommes qui ont accepté de la rue, qui ont accepté d'être photographiés par un copain, d'être coiffés par nos jeunes du CFA, habillés par la cravate solidaire. Et cette expo, elle tourne partout sur le Mans, elle tourne dans les entreprises, sur les idées reçues en termes de recrutement, par exemple. Elle tourne. Elle continue encore ? Oui, elle est à dispo, elle est gratos. J'ai eu l'occasion de discuter avec Lyon, avec cette très belle association que vous avez, des possibles, aidez-moi. Voilà, l'entreprise des possibles. J'ai discuté avec eux, je devais intervenir chez eux. Bon, après, il y a eu le Covid, donc je n'ai pas pu le faire, mais voilà, donc c'est une expo, il y a 12 portraits qui tournent partout et qui permettent de parler. Et puis je me suis dit, mais ok, c'est super, et qu'est-ce que je peux faire pour le logement ?
Et là-dessus, à l'époque, c'était encore la DCCS. Je vais voir la DCCS, je vais voir Olivier, un copain, puis je lui dis, mais Olivier, explique-moi comment ça marche. Alors il me dit, voilà, alors tu as le 115, les hébergements d'urgence, vous l'avez très bien dit, l'hôtel, tout. Il m'explique que ça coûte quand même un bras. Et puis il me dit, puis il y a un autre. Je dis, mais non, mais je te parle de logement, moi. Pour moi, c'est d'abord logement, parce qu'on ne peut pas retourner l'entonnoir. Enfin, vous l'avez très bien expliqué, je ne reviens pas dessus. Parce que c'est ça qui fait. Sinon, tu sautes d'une précarité à une autre précarité, et puis finalement, tu te retrouves à nouveau dehors, tu attends tous les soirs pour appeler le 115. Enfin, moi, je les vois bien, les mecs dans la rue, c'est des potes, c'est la galère, quoi. Et là, il me dit, ah, il y a un truc, mais on ne l'a pas beaucoup développé au Mans parce qu'on n'a pas beaucoup de propriétaires privés, ça s'appelle l'IML. Je dis, attends, c'est quoi ton truc là? Alors, il m'explique, l'IML, vous connaissez tout, je ne rentre pas dans les détails. D'accord. Donc, oui, non, c'est vrai, en 2 mots, hein, je peux le dire. D'accord, non, c'est bon. Oui, donc, ouais, c'est votre métier, hein. Donc l'IML, ok, il m'explique tout ça. Je dis, c'est pas mal ça. Je dis, moi j'ai un peu quand même de copains dans le monde d'entreprise, du parc privé. Ah, il me dit, je te suis. Il me dit, pas de problème. Donc là, il donne un coup de main grâce à la ville du Mans et donc à la DCCS. Ils mettent un petit fonds d'amorçage pour l'association qui est Tarmac, hein, qui est sur le Mans, qui va se charger d'être l'opérateur pour accompagner les personnes dans le logement. Et puis moi, mon boulot, c'est de faire de la com finalement. C'est de faire du lien entre mes amis chefs d'entreprise et propriétaires privés et le monde des assos. Alors, je commence à lancer cette expo qui s'appelle... Alors, je ne l'ai pas appelé l'IML, hein, parce que les chefs d'entreprise, ça ne leur parle pas. J'ai appelé Un regard, un sourire, un toit. Et donc, on lance le truc. Et puis, à peine 2 ans après, malgré Covid, en novembre dernier, c'était 147 personnes qui sont passées de la rue au logement avec 90 propriétaires solidaires de plus que ce qu'ils avaient déjà. C'est gentil. Et surtout des super histoires, parce que ce week-end, j'étais avec il est passé au Mans, un copain, Mika, parce qu'après, on a fait France 2, France 3, TF1, 7 à 8, donc ça a buzzé énormément. Et puis, voilà, j'ai vu Mika ce week-end qui est passé au Mans, voilà, qui a retrouvé ses enfants, qui a retrouvé du boulot, qui a été un des premiers qui a été mis à l'abri, qui m'a annoncé qu'il était papy, enfin... C'est un gars qu'on a accompagné, qui dormait dans sa bagnole, qui a retrouvé très vite du boulot dès qu'il a eu son appart. Donc, en fait, vous l'avez dit, il y a des gens qui ont des addictions, des difficultés, mais il y a aussi plein de gens qui ne sont pas forcément dans ces situations-là, qui ont juste un parcours compliqué, qui ont juste une galère. Dans le cadre des bureaux du cœur, j'y revenir après, mais une gamine de 18 ans qui dort à la gare, quoi. Qui dort à la gare et qui n'est pas pris par le 115 parce que tout est saturé. Là, vendredi... Dans les bureaux du cœur, on va faire le 50e personne au Mans. Un truc de fou, hein. 50e en à peine 1 an. Un peu plus d'1 an, pardon. Le môme, il a 20 ans, il est au lycée et il dort dehors. Voilà. Et je peux vous en raconter. Et sur les 50 personnes, déjà en moins de 3 mois, vous connaissez le principe des bureaux du cœur? Je vous le dis en 2 mots. Il y a des bureaux chauffés la nuit et le week-end. Dans les entreprises, il y a des gens dehors. Donc moi, ça m'agace un peu. Ça a démarré à Nantes il y a 3-4 ans. Ils ont fait du bon boulot. J'allais le lancer. Et puis bon, j'avais pas trop le temps. Avec Un regard, un sourire, j'étais pas mal pris. Puis un jour, j'ai un pote qui m'appelle. Il me dit, je t'ai vu à la télé, là, sur ton truc, c'est pas possible. J'ai vu des gars dehors, il faut faire quelque chose. Moi, je suis dans l'immobilier d'entreprise, c'est pas normal, machin. Je dis, attends, détends-toi, Emmanuel, on va rien inventer, ça existe déjà, mais je voulais pas y aller tout seul. Et donc, avec Emmanuel, on a monté les bureaux du cœur au Mans. À Nantes, ils ont halluciné, à Lyon aussi, mais comment tu arrives à en faire autant si rapidement? Il y a une raison simple, c'est que ça fait des années que je suis impliqué sur le monde de la rue. J'avais déjà toutes les associations qui étaient partenaires d'Un regard, un sourire, et c'est les mêmes qui sont devenus partenaires des bureaux du cœur. Donc en fait, j'ai fait ce lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la précarité. Et comment les convaincre, justement, les entreprises? Je vais venir, mais en fait... Juste pour donner un chiffre, sur les 50 personnes qu'on va faire vendredi, là, parce que je rentre vendredi, puis on met le 50e personne, il n'en reste que 9 dans les entreprises. Les 41 autres sont déjà repartis en moins de 3 mois. C'est-à-dire que pendant qu'il est à l'abri, au lieu de tomber en difficulté, les assos travaillent son dossier, respirent, se posent, se reposent, lui comme l'assos, pour pouvoir trouver une solution d'hébergement ou de mise à l'abri ou de logement ailleurs. Et 90%, je vous assure, ont du boulot en sortant. 90%. Une bonne partie, plus de 50%, travaillaient en arrivant. C'est-à-dire que c'est un public différent. C'est un jeune, je vous le donne, c'est un jeune de 18 ans. Je connais bien l'entreprise. L'assistante m'appelle, elle me dit, voilà Jean-Luc, il y a Fredo, je pense qu'il est fatigué, il est en retard tous les jours, il y a un problème.
Sur une maraude, je le crois, je dis ok, c'est bon, il est à la rue, il était en train de tourner mal. On l'a mis dans un bureau du cœur, je vous le fais très court. 2 mois après, il a un logement chez Le Mans Habitat, il n'a pas perdu son boulot. Voilà. Un autre gamin, à 22 ans, qui avoue à ses parents une orientation sexuelle qui ne leur plaît pas, il se fait foutre dehors. Et voilà. Et des gens qui bossent et qui sont dans leur bagnole. On est au Mans, on n'est pas avec la tension immobilière de Paris, hein, et qui dorment, voilà, ou Angers. Beaucoup de jeunes à Angers dorment dans la rue. Mon propre fils qui habite à Angers, il a hébergé des gens de la rue, des jeunes collègues à lui qui étaient à la fac parce qu'il n'y a plus d'appart, parce que le marché est tendu. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc l'idée, c'était de lancer cette opération. On l'a fait avec un succès qui nous a dépassés, je ne vous le cache pas, parce qu'aujourd'hui, on est à près de 200 personnes qui sont passées par l'IML. C'est un truc de fou. Plus le volet ukrainien, mais là, on parle vraiment des gens de la rue, même si pour les Ukrainiens, c'était un peu différent. Et puis, sur les bureaux du cœur, globalement, on fait 3 ou 4 ou 5 fois ce qui se fait dans les autres villes, mais tout simplement parce que, alors c'est parce qu'on a plus de SDF, c'est pas parce que je suis plus beau ou plus intelligent que les autres, c'est tout simplement que j'ai fait cette particularité, c'est d'avoir créé un lien fort entre le monde extérieur, si j'ose dire, à la rue, et le monde de la rue. Et je pense que la clé de la réussite est là. Alors, comment je les convainc ? J'ai des potes chefs d'entreprise qui... Et les propriétaires aussi. Hein, oui, mais je pense à eux parce que souvent, ils sont aussi propriétaires de logements. J'ai eu le cas il y a encore 15 jours pour La Flèche avec la Croix-Rouge. J'ai Nico qui m'appelle, il me dit Jean-Luc, voilà, mon appartement vient de se libérer. Ça marche toujours ton truc là que tu faisais là, pour les SDF ? Je dis oui, ça marche toujours. Il dit mais il n'y a pas de problème quand même, il n'y a pas de risque. Enfin, je dis écoute, le loyer est garanti, l'accompagnement est garanti. Ouais, d'accord, mais quand même, le reste. Je dis écoute, moi je vais te dire une chose. Quand tu passes, et je pense savoir de quoi je parle, et ils le savent, donc forcément ça les touche. Quand tu as passé un peu de temps dehors et qu'on te donne enfin l'occasion d'avoir un toit sur la tête, tu en prends vachement soin du toit. Et en règle générale, ça marche. Juste pour vous donner un chiffre, on a fait un bilan très précis en novembre en 2022. 147 personnes qui avaient été passées par l'IML, 2 difficultés. Parce qu'ils payent tous leur loyer. 2 difficultés qui ont été réglées par l'association. Le propriétaire n'a même pas eu le moindre souci. Alors, voilà, donc tout ça pour vous dire que je pense que la clé de cette réussite, elle passe par le lien. On l'a fait au Mans, ça se fait ailleurs, hein. On n'a rien inventé, mais pour autant, c'est quand même, moi ce que je retiens, c'est ça. Je vais demander une petite réaction aux uns aux autres, parce que l'IML, effectivement, ce n'est pas un dispositif nouveau. J'ai aucune idée au niveau national quels sont les chiffres. Peut-être que Christophe Robert le sait. Et au-delà de l'aspect chiffre, peut-être une réaction, parce que, évidemment, ce n'est pas aussi simple, mais on voit aussi que c'est une question aussi de relationnel. Des fois, ça peut être très compliqué, et des fois, il suffit de trouver la bonne personne ou de savoir les rassurer. Christophe Robert. L'objectif dans le plan logement d'abord 1, c'était 40 000 places, donc places, pas logement, en intermédiation locative pendant le quinquennat. Donc 47 000, il y en a 37 000 qui ont été faits, c'est là où il y a l'atteinte du plan quinquennal qui a été la plus grande, donc 37 000, avec 2 choses. IML, donc intermédiation locative, ça veut dire qu'une association prend le bail à gestion, donc s'occupe de gérer le bail, et c'est un métier. Il y a le relais ici, David Souchet à Bourges le fait. Il y a beaucoup d'associations qui le font. Mais il y a 2 statuts. C'est quand même un point important. C'est-à-dire que soit c'est un bail de droit commun, ce qu'on appelle le mandat de gestion à vocation sociale, je ne vais pas faire trop de technique, soit c'est temporaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas un bail de droit commun. Beaucoup des 37 000 places qui ont été créées pendant le premier quinquennat sont quand même sans mandat de gestion. Donc c'est une petite limite technique, hein. C'est-à-dire que ça n'enlève rien au bien fondé de la réponse, etc. Mais je dis ça parce que dans les expériences, et votre expérience, elle est très, très, très positive, elle est très touchante, très efficace aussi. Ce qu'on constate dans l'efficacité quand même aussi pour les personnes, on peut proposer des logements temporaires avec un statut qui n'est pas de droit commun
pendant un temps, parce qu'on évite la bascule, c'est ce que vous disiez, hein, quand un jeune, pour son orientation sexuelle, est viré de chez ses parents, ce qui est assez fréquent quand même, enfin, parmi les personnes à la rue, je veux dire, ou sortant de l'aide sociale à l'enfance, trouver une solution. Il faut trouver une solution pour éviter de dégringoler, en fait, c'est ce que vous disiez. Mais c'est vraiment important d'essayer de pousser à la création de mandats de gestion à vocation sociale. Pourquoi ? C'est ce qu'on fait, moi. Vous faites du mandat de gestion ? Les deux. Ouais, vous faites les deux. C'est-à-dire que, pardon, Non, j'en prie. À la fin de la période d'accompagnement, il y a deux solutions. Soit la personne reste dedans, parce qu'elle n'est pas encore, soit tout le monde est d'accord, propriétaire, occupant et association, à ce moment-là, le bail glisse vers lui, il devient. Voilà. Ça, c'est l'IML. Mais on fait aussi du mandat de gestion maintenant. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que de toute façon, il faut vraiment que, quelle que soit la formule qu'on choisisse, il faut avoir ce cap-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que vous êtes comme tout le monde. Et puis que vous avez surtout un bail de droit commun, donc vous n'êtes pas expulsable du jour au lendemain. Autrement, je ne dis pas que vous le faites vous, mais il peut y avoir des chantages, il peut y avoir des pressions ou des gens qui ont peur de reperdre leur logement. En fait, ce qu'on est en train de dire, et c'est toute l'histoire de cette expérience du logement d'abord, on va le qualifier comme ça, mais c'est que le fait de dire à quelqu'un, à un moment, t'es chez toi, comme tout le monde, vous avez déjà fait une bonne partie du boulot. C'est ça qui est hallucinant dans cette histoire-là. Après, oui, la question du lien, elle est essentielle. Donc toutes les initiatives, nous on finance à peu près 800 projets par an, portés par 400-500 associations, grâce à des dons de la générosité du public, parce qu'on n'a pas de subvention publique. Mais les histoires qui nous remontent, mais c'est hallucinant. C'est ce qui rend fou aussi. C'est ce qui fait qu'on est en colère quand on dit il n'y a pas les outils ou il n'y a pas. Là, il y a les outils. Là, il y a les outils. Non, mais. Alors, attendez. Justement, si on regarde, l'outil existe, c'est-à-dire la mécanique existe. Dans le plan quinquennal, il y a des moyens qui sont mis sur la table, insuffisamment vers le mandat de gestion, mais quand même, on peut le faire. Après, c'est là où ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur la question de la politique du logement dans son ensemble. Il y a des territoires dans lesquels il est absurde d'ouvrir des places d'hôtel parce que vous avez beaucoup de logements qui peuvent être mobilisés parce qu'on n'est pas sur un secteur en tension. D'accord ? Mais il y en a plein d'autres, on n'arrive pas à trouver. Et c'est trop cher. Et du coup, ce n'est pas assez attractif pour les propriétaires. Donc on a du mal à faire monter ces dispositifs, ces bons dispositifs dans les secteurs extrêmement tendus. Et c'est là où on recoupe d'autres sujets, qui sont la régulation des marchés, la nécessité de produire davantage de logements sociaux, etc., etc. Donc il faut vraiment qu'on ait aussi une lecture territoriale, et c'est là où votre rapport il est extrêmement important, ou des collectivités, pour dire, chez nous, on n'arrive pas forcément à le faire, mais on a là, à mon avis, un exemple parfait du fait qu'on peut régler le problème. Moi, je le dis souvent sur le logement d'abord, pour le dire en 2 mots, je pense que si on veut, mais vraiment en plus en connaissant bien les dispositifs, les moyens, les assos, les bonnes volontés, les collectivités, ce qui fait quoi, je pense qu'on peut résoudre le problème du sans-abrisme en 3-4 ans dans la grande majorité, en 5 ans, allez, la grande majorité des communes. Éradiquer le problème, hein, je vous le dis. En 5 ans, on va dire. Dans la grande majorité des communes. Et on va se retrouver, évidemment, à nécessité de doubler le temps, c'est-à-dire en 10 ans, si on change de braquet sur un certain nombre de sujets, on n'a pas le temps de lister tous les points, dans les grandes villes qui sont soumises à une pression forte, c'est-à-dire Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Strasbourg, vous voyez, donc on va dire une vingtaine de communes, là où il faudrait 10 ans. Mais pour le reste, via la mobilisation du parc privé, à vocation sociale notamment, via des attributions directes de logements sociaux aux personnes sans domicile en nombre plus important ou sortant d'hébergement pour libérer. Parce que vous savez, il y a une absurdité dans cette histoire aussi. Vous évoquez même les pressions qu'il y a sur le 115, même au Mans, mais on en parlait tout à l'heure, même à Bourges. Mais en fait, si on réfléchit, vous avez le secteur d'hébergement qui est là. Voilà, vous avez ce secteur, c'est un bloc. Si on arrive à faire sortir les personnes, c'est-à-dire on les oriente davantage vers le logement social, plutôt que de créer des nouvelles places d'hébergement d'urgence ou de l'hôtel social qui n'est pas bon, qui est coûteux, etc., en libérant vers le logement social les places qui sont disponibles, vous n'avez pas besoin d'en créer d'autres. Donc, avec des solutions immédiatement mobilisables, soit dans le parc privé, soit dans le parc social, franchement, on peut régler le problème. Après, il faut avoir envie de le faire, il faut que ça soit piloté, il faut que ça soit avec tous les partenaires, y compris les citoyens, comme vous le faites, et c'est vraiment très intéressant, votre expérience du Mans. Il nous reste dizaine de minutes, des questions, des remarques. Bon, on va vous donner un...
Merci. Harmonie Oui, Le Cerf-Meunier de Bordeaux. On parle beaucoup de la mise à l'abri là, des personnes la nuit, mais moi je voudrais faire remarquer qu'on a un très gros problème aussi, c'est la fermeture des centres d'hébergement la journée. Nous à Bordeaux, on multiplie les haltes de jour, pas uniquement pour les gens qui ont passé la nuit dehors, mais pour les gens qui doivent quitter leur centre d'hébergement de 8h à 19h, et ce tous les jours. Il est impossible de prendre soin de sa santé, il est impossible de prendre soin de ses liens sociaux et de recréer ses liens familiaux, de prendre en main sa situation administrative quand on est hiver comme été, à la rue. Cet été à Bordeaux, il a fait jusqu'à 46 degrés. L'hiver, il fait très froid. Et les gens sont à la rue du matin au soir. On a un centre d'hébergement tenu par le CCAS de Bordeaux que l'on ne ferme pas la journée. L'État refuse de financer ça. Ils nous disent que c'est trop de luxe. Et c'est des centaines de milliers d'euros que ça coûte au CCAS chaque année. On peut se le permettre parce qu'on est une grande ville, un grand CCAS. On y met les moyens, mais pour les associations qui tiennent de centres d'hébergement, elles doivent être à l'équilibre, donc elles ne peuvent pas faire ça. Et là, aujourd'hui, dans toutes les choses à mettre en place rapidement, ça c'est une chose à mettre en place rapidement, l'État doit prendre en compte qu'on ne peut plus accepter de mettre les gens à la rue à 8h du matin et les faire rentrer à 19h. Merci. D'autres oui, là-haut. Donc il faut... C'est vrai qu'on est un peu pauvre en micro. Peut-être en attendant, c'est juste vous dire une conviction, c'est que on parle souvent du coût de l'action. C'est important aussi de mesurer le coût de l'inaction. Bonjour, Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris. Quelques petits mots parce que tout ce qui a été dit était hyper intéressant et puis surtout ce qu'on voit bien c'est le côté national des sujets du sans-abrisme en général. Donc franchement, y a, au-delà des grandes villes, on voit bien que ça se pose en zone dense comme en zone rurale. On voit bien que ça traverse l'entièreté des formes de public. Ça va de la minorité, donc de 15-16 ans, jusqu'à des seniors qui se retrouvent une fois très isolés, un petit accident de parcours et paf, malheureusement, ça tombe assez vite dans le tunnel difficile de l'exclusion et de la grande exclusion. Moi, à Paris, on a un sujet en plus aussi qui vient, qui est très prégnant depuis quelques mois, c'est la question des familles à la rue, pour 3 raisons principales. La première, c'est que on a la suite. En fait, on a la suite des effets sociaux de la crise sanitaire qui se voient sur les publics familles qui étaient un petit peu en fragilité, mais qui arrivaient à peu près à se dépatouiller, à s'en sortir, et que la crise sanitaire a fait basculer dans une forme de précarité et que les choses se sont enclenchées les unes après les autres et qu'aujourd'hui elles se retrouvent donc dans des situations inextricables et notamment à la rue. La deuxième, c'est que on a là aussi c'est les effets de la suite, c'est la suite des effets de la crise sanitaire, c'est que les flux migratoires ont repris en partie et que donc on a des familles qui sont primo-arrivantes très clairement sur le territoire parisien. Je pense que on peut les retrouver ailleurs, et qui du coup sont sans rien sur le territoire et donc qui se retrouvent à planter des tentes sous le périphérique, à squatter des parkings en attendant que peut-être à un moment donné ou un autre il se passe quelque chose pour elles. Et puis le troisième raison, en tout cas que moi je vois, c'est la question des grands événements. Je me permets de le dire là parce qu'on accueille les Jeux Olympiques dans un peu plus d'1 an à Paris en France et qu'on voit bien qu'il y a aussi un choix qui est fait par, on parlait tout à l'heure des entrepreneurs solidaires, nous on a créé un club et clairement on a des gens qui sont profondément investis, engagés sur la question, puis il y en a des gens qui n'en ont rien à foutre parce que moi, les hôtels sociaux historiques à Paris, c'est-à-dire qui ont toujours fait hôtels sociaux, qui par ailleurs ont toujours fait payer plein pot la nuit d'hôtel social, aujourd'hui ferment, mais du jour au lendemain, en mettant les familles dehors, en disant merci, c'est terminé, moi j'ai des travaux à faire parce que j'ai les JO dans 6 mois. Donc on a quand même un vrai sujet aussi sur... à Paris, on a perdu près de 6000 places d'hôtel pour famille, 6000 places d'hôtel dans le courant de l'année 2022. Donc c'est dramatique pour les familles pour qui c'est des ruptures, et je termine sur ça, pour qui c'est des ruptures de parcours, des ruptures de prise en charge. Nous, on ne trouve plus d'hôtel à Paris. Donc la moindre urgence, l'hôtel, c'est à Trappes, à Mantes-la-Ville. Donc c'est des gamins qui font des heures et des heures de transport pour continuer leur scolarité à Paris, parce que certaines villes ne respectent pas la loi en matière de scolarisation. C'est des changements d'interlocuteurs, parce qu'on leur dit, ce serait bien que vous preniez, que votre CCAS
CCAS de la ville où vous êtes hébergé vous prennent en charge. C'est pas toujours si simple. C'est des changements de lieu de domiciliation, c'est des changements de suivi sanitaire. Et pour toutes ces familles, c'est très complexe. Donc on a ces 3 problématiques qui font qu'aujourd'hui, je le dis très tranquillement mais très fermement, la ville de Paris assume la prise en charge de familles, de milliers de familles. Nous avons 3 gymnases actuellement ouverts à Paris qui hébergent en ce moment, aujourd'hui même, 24 heures sur 24, parce qu'on s'oblige à le faire 24 heures sur 24 et que ça coûte très cher, effectivement. C'est plus de 350 personnes en famille qui sont dans les gymnases. Les gymnases ne sont pas faits pour ça. Oui. Excusez-moi. Mais je suis très longue, mais vraiment, c'est un vrai sujet, la question des familles qui est nouvelle. Mais peut-être sur la question quand même des grands événements, parce que ça va toucher tout le monde, puisqu'il y a évidemment les Jeux Olympiques, mais il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive à grands pas. Juste une anecdote, mais il y a effectivement cette question des grands événements qui impactent l'hôtel et qui du coup impactent nos prises en charge, mais il y a aussi la question de l'espace public. Donc nous, on a Ville de Lyon, 2-3 villes l'ont fait en France, signé la déclaration des droits des personnes sans abri. Donc on ne chasse pas les sans-abri, on ne chasse pas les gens, on ne les empêche pas de s'installer sur notre territoire. Pour autant, avec les grands événements, je vous donne une anecdote, mais on avait la préfecture nous dit qu'il y a une ministre qui va venir, Laurence Boone, la ministre des Affaires européennes. Et donc, elle vient voir le stade de rugby parce qu'on accueille le camp des All Blacks. Et donc, il faut faire place nette. Ben en fait, non, nous, on ne va pas prendre d'arrêté pour empêcher les gens ni de s'installer avec leur tente, ni de s'installer avec leur baraquement. En fait, nous, si on évacue des campements, c'est pour reloger les personnes et le faire dignement. Ce n'est pas pour juste leur dire, mais décalez-vous, parce que là, il y a un ministre qui vient, il faut que ce soit joli. Donc, on va être tous confrontés dans toutes les villes où il va y avoir des événements. Et effectivement, les JO, c'est Paris, mais ça va être aussi délocalisé dans certains territoires. Coupe du monde de rugby, et puis il va y avoir aussi, en fonction des territoires, d'autres événements. Et donc, on demande aujourd'hui aux villes, et donc forcément au CCAS derrière, de faire place nette, de chasser et de faire en sorte que ce soit beau et que ce soit joli. Et du coup, ça, on le refusera. Mais voilà encore aujourd'hui où nous en sommes. Une dernière question, parce qu'après, on n'aura plus le temps. Vous avez le micro ? Oui, vous avez court. Bonjour à toutes et à tous. Antoine O'Haraud, adjoint au maire de Dijon. Là, quand même, il manque quelqu'un à la table ronde, c'est l'État. Parce qu'on l'appelle, on l'interpelle, on n'arrête pas depuis ce matin d'interpeller l'État. Et l'État, il est absent même de nos rencontres. Le ministre, il nous a juste fait une vidéo hier, mais il n'a pas voulu se déplacer. Il n'est encore pas là aujourd'hui. Et quand même, c'est la responsabilité de l'État de lutter contre le sans-abrisme au sens de la loi. Et nous, on vient en complément, les CCAS, les communes, on vient en complément parce que l'État est défaillant. Et donc, on vient en complément. Mais si on n'est pas là, en fait, il ne se passe plus rien. Si les collectivités ne sont pas là, l'État ne fait pas son boulot. Donc à un moment donné, est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on va faire la grève de la lutte contre le sans-abrisme, les collectivités, puis qu'on va appeler l'État à assumer clairement sa responsabilité. Et à ce moment-là, on se rendra compte de tout ce que font les collectivités. Et que sans les collectivités, sans les CCAS, la lutte contre le sans-abrisme, ça n'existe pas dans ce pays, ou en tout cas, ça n'existerait pas comme ça l'est aujourd'hui. C'était une intervention assez courte, mais énervée. Malheureusement, non, on va pas avoir le temps. Donc on va finir. Je laisse une petite vraiment court, hein, s'il vous plaît. Non, juste d'abord, avec la situation parisienne, on voit bien qu'on n'est pas sur le même registre que Le Mans ou Bourges. Et que donc l'hébergement d'urgence reste nécessaire malgré tout ce qu'on a dit sur le logement d'abord. C'est important de le dire parce qu'on ne peut pas laisser les personnes à la rue, mais on voit bien à quel point c'est insatisfaisant. Et les dégâts sociaux que ça produit, ce que vous décriviez, le nombre de témoignages qu'on a de gens qui se lèvent à 5 h du matin pour rejoindre et déposer leurs gamins à 8 h à l'école, à 2 h 15 en RER. Enfin, je veux dire, bon, vous l'avez très bien dit. Faites pas la grève là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que continuons à faire ce qui a été fait cet hiver. C'est-à-dire que nous sommes mobilisés, les associations, pour rendre compte des carences de l'État en la matière, parce qu'on ne peut pas laisser faire, effectivement. Et derrière, les collectivités se sont mobilisées. Elles ont signé des tribunes. Elles ont rendu compte, elles ont dit oui, ce que disent les associations, mais ça aurait pu être dans l'autre sens. Oui, ce que disent les associations est vrai. Nous avons une augmentation des familles, nous avons ceci, nous avons cela. On ferme désormais des... Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'il y a 20 ans, on disait, il faut que ça soit ouvert toute la journée, ça n'a aucun sens. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des leviers, nous avons la capacité de mener le combat politique. Noam le disait tout à l'heure, enfin, je veux dire, il faut qu'on rentre chacun à sa place dans nos responsabilités, on prenne nos responsabilités, mais ça marche. Quand le gouvernement a voulu couper
dans le budget sur l'hébergement d'urgence en novembre dernier, mobilisation collective. Alors ça a duré 3 mois, je trouve que c'est dommage parce ça aurait dû être plié en 2 semaines. Mais c'est ça, plutôt que la grève, parce que c'est les personnes qui vont qui vont en subir les conséquences. Mais c'était plutôt une boutade en disant, par contre, continuons à rendre visible, et ça rejoint les Nuits solidaires, continuons à rendre visible, continuons à dire que c'est pas ça que nous voulons. Et après, on en arrivera, parce que quand il faut lâcher le fric, parce qu'on ne peut pas laisser les gens à la rue, et qu'on regarde effectivement le coût d'inaction ou de la mauvaise action, et ben là, on arrive à avoir des politiques plus structurantes pour dire c'est quand même stupide, c'est quand même absurde, et c'est pas satisfaisant pour les finances publiques et pour les gens. Donc je pense que ça nous invite à un combat politique digne pour pouvoir faire valoir ces besoins-là. C'est vrai que sur la remarque d'Antoine O'Haraud, c'est vrai qu'il nous manque un représentant de l'État, mais ça n'a pas été possible malheureusement. Mais c'est vrai que ça a été bien dans le principe. C'est sûr, ouais. Un petit mot de conclusion, Sandrine Runel. Juste avant de conclure, on fera pas la grève sur la lutte contre le sans-abrisme, mais évidemment, on aura d'autres moyens d'action et on a un certain nombre, parce que l'État n'est pas là, mais en tout cas, on est en lien permanent avec lui. Il y a un certain nombre de villes qui effectivement réfléchissent aujourd'hui à un recours en indemnisation, notamment au regard des dépenses qui ont été engagées par les villes auprès de l'État. Et je crois que c'est important quand même que voilà, dans notre réseau, et c'est aussi le rôle de l'UNCAS, ça soit partagé, puisque tout le monde agit en fonction effectivement de la taille de son territoire, en fonction de l'impact aussi des difficultés rencontrées par le sans-abrisme, et peu importe les populations qui sont prises en charge. Et donc, on a un certain nombre de villes à se mobiliser pour attaquer l'État, en fait, pour carence. Et donc, c'est important qu'on puisse le partager parce que d'autres villes pourront s'en inspirer. Et plus on sera de villes à se mobiliser pour dire à l'État, regardez en fait ce que nous on fait parce que vous ne faites rien et qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça, ça aura un impact. Sur la question du titre de la table ronde qui est effectivement assez provocateur, mais qui encore une fois est notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que zéro sans-abri ? On ne peut pas dire, 10 sans-abri. Non. Sans point d'interrogation. Sans point d'interrogation. C'est une affirmation et c'est notre ambition. Et c'est la seule ambition qu'on doit porter. Alors effectivement, on agit, on s'engage et c'est pas toujours parfait. À Lyon, on a mis un plan qui s'appelle 0 enfant à la rue. Il y a encore des familles qui sont à la rue et qui dorment dehors avec leurs enfants. Mais est-ce qu'on pourrait tenir autre chose que le 0 sans-abri, le 0 enfant à la rue? Non, c'est impossible. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on l'affirme, on se donne les moyens, par contre. On rentre pas chez soi en se disant, c'est bon, j'ai dit 0 sans-abri et on verra demain ce qui se passe. Et donc, du coup, on agit, on s'engage pour faire en sorte que l'ensemble des partenariats puissent nous permettre d'accéder. Vous avez parlé de vos expériences. Chacun arrive effectivement sur son territoire et c'est aussi tout le rôle de l'UNCAS de pouvoir fédérer ses énergies, de pouvoir travailler sur la coopération et s'inspirer les uns des autres de ce que nous faisons chacun avec les moyens du bord, parce qu'on construit quand même et on bricole beaucoup. Et le partenariat qui est engagé avec les associations aussi sur cette question de la prise en charge. Donc voilà, l'idée c'est effectivement d'enlever les points d'interrogation et l'idée c'est que cette promesse elle soit tenue et qu'en tout cas on se donne les moyens de la tenir. Et l'UNCAS est évidemment engagé dans le pacte des solidarités, mais en tout cas l'objectif de notre réseau est de pouvoir démontrer qu'aujourd'hui l'échelon territorial est le premier échelon, en fait, c'est l'échelon de proximité, c'est là où les personnes arrivent, c'est là où dans nos CCAS on peut accueillir les gens et les domicilier. J'entendais hier une annonce du ministre qui disait on va vous aider, vous accompagner sur la domiciliation. Mais la domiciliation, ça fait 20 ans qu'on en fait en fait dans les CCAS. Donc merci en fait de reconnaître que ça y est, on le fait. Mais la domiciliation, c'est l'ouverture des droits. Et à partir de l'ouverture des droits, c'est là où le parcours peut effectivement engager. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on va porter et qu'on va mettre en œuvre à la fois dans le cadre du pacte des solidarités, mais aussi derrière dans la question des territoires zéro non-recours. Et là encore aussi, on sera assez vigilant pour faire en sorte que le gouvernement nous entende, que les ministres soient aussi réactifs et accompagnent la mise en œuvre de nos politiques publiques et qu'on nous donne les moyens à la fois d'agir, mais surtout les moyens de nos ambitions. Et notre ambition, c'est bien zéro personne dehors. Je suis désolé, il va falloir parce que là, on a déjà dépassé, il va falloir vraiment qu'on s'arrête.
ou un mot super rapide. Non, mais peut-être juste quand même pour dire une chose, c'est que ça dépend aussi dans chaque ville de la volonté politique. Moi, tout seul, j'aurais rien pu faire si j'avais pas un adjoint à la solidarité que vous connaissez bien, Yves Calip, qui est vice-président du CCS, sauf erreur de ma part, qui m'a demandé de venir aujourd'hui, et puis qui est porté aussi par une volonté politique de son maire, donc Stéphane Le Foll. Je veux dire, à un moment donné, quand une politique... il pourrait ramer tant qu'il veut, le pauvre Yves, s'il n'y avait pas une volonté politique du maire derrière. Donc ça, c'est quand même à saluer. Mais vous dire quand même juste un mot plus perso, très rapidement, c'est que lorsque l'on fait tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est que moi, le temps que j'ai passé dans la rue, c'était il y a très longtemps maintenant, il y a presque un quart de siècle, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc déjà, merci pour tout ce que vous faites, parce que même si c'est difficile, même s'il y a encore beaucoup de manques, moi je l'ai connu il y a 25 ans, lorsque je suis sorti de la rue, moi c'est un pote de la rue qui m'a secoué pour en sortir, qui m'a poussé à prendre une chambre d'hôtel, comme quoi c'est important de dormir. Et j'ai compris ce jour-là la différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel. Et ça m'a beaucoup servi, ça. C'est important de se laver, de se doucher, de dormir au chaud. Mais ce qui est essentiel, c'est de fermer la porte. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un toit sur la tête. Ce qui est essentiel, c'est de dormir réellement et de se poser. Et c'est ça qui m'a permis de retourner voir des entreprises. Et au lieu de leur dire « bonjour, je cherche du travail », ça ne marchait pas bien. Je leur ai dit « bonjour, je suis cadre sur la région parisienne », ce qui était vrai hein, quelques mois avant. Je compte m'installer sur la région. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Je leur ai proposé un projet. Et si je n'avais pas croisé ce mec qui lui était à la rue, qui était un peu le gars qui accompagne, qui te dit où manger ou dormir quand tu es un nouveau à la rue, si je n'avais pas croisé ce mec qui m'a tendu la main, bah, j'y serais peut-être encore et je n'aurais pas mes 4 petits-enfants et mes 5 enfants aujourd'hui. Voilà, donc merci pour tout ce que vous faites parce que, croyez-moi, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, même s'il y a du monde à la rue, on est souvent seul. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Luc. Grand merci à vous 5. Désolé, il y a plein de choses qu'on avait dit en amont qu'on n'a pas pu traiter, mais bon, ça prouve qu'il va falloir se revoir. Merci à tous.